Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors, on est aujourd'hui à Minsk, comme d'habitude, mais à l'inverse d'habitude, on a un invité. Et on a un invité, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà, Jérémy Mercier. Salut Jérémy, merci d'être là. Salut Simon, merci à toi. Alors, avant tout, je te l'ai vaguement dit hors caméra, mais je le répète pour que les gens le sachent, et parce que vraiment pour moi c'était important. Jérémy fait partie des gens grâce auxquels je ne suis pas devenu dingue pendant le premier confinement. Puisqu'en fait, si on se souvient bien, du jour au lendemain, je ne vais pas vous la refaire, hein, vous la connaissez, vous l'avez vécu, je pense, pour la plupart d'entre vous. Du jour au lendemain, on se trouve enfermé chez nous. Et moi, quand la sentence tombe, je suis en Corse, sur mon bateau, avec des amis. Et là, je me dis, là, les gars, on a basculé un truc bizarre, non ? Je savais pas comment l'interpréter, mais je comprenais que c'était pas normal, qu'il s'était passé un truc questionnable, du moins. Et puis là, d'un bloc, tout le monde me dit qu'est-ce que tu as, toi ? Attends, mais ils sont là pour nous protéger, enfin, de suite, t'es complotiste. Et ça part dans cette voie-là, donc. Et pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je me sens en décalage par rapport à tout et à tout le monde. Je suis le seul, quelque part, des gens que je connaisse, bien sûr, à ne pas adhérer au narratif qui nous est présenté. Et au bout d'un moment, je vais sur Internet et je commence à chercher des gens qui auraient des points de vue différents. Et il y en a quelques-uns, pas nombreux à l'époque, mais Jérémy en fait partie. Et donc moi, à l'époque, sans le connaître, je suis ses vidéos. On est en mars-avril 2020. Et je me dis, tiens, je suis peut-être pas complètement fou, sinon il est fou lui aussi. Ouais. Mais Possible au moins, il trouve pas ça tout à fait normal, tout comme moi, et ça m'a permis quelque part de me raccrocher à des repères qui restaient encore. Donc, merci Jérémy. Écoute, ça fait plaisir. Hein. À l'époque aussi, à un moment, je me suis dit, peut-être que je suis fou en fait. Je suis le seul à penser comme ça, je dois être complètement taré. Il y a un truc, j'ai pas compris quelque chose. Évidemment qu'ils me veulent mon bien, ils veulent que je reste chez moi, c'est pour mon bien. Mais ça a duré une fraction de seconde en fait. Une fraction de seconde. Parce qu'en fait, quand j'ai vu le discours de Macron, j'ai vu une telle manipulation et tellement grossière, tellement énorme. On était en guerre. Nous sommes en guerre là 6 fois que pour moi, il n'y avait plus de doute. Il nous prenait vraiment pour des cons. Mais d'une façon magistrale. Et j'ai mis un commentaire sur mon Facebook perso à ce moment-là, juste peut-être 5 minutes après le début ou après la fin de son discours, je sais plus. Et les gens me sont tombés dessus en disant « Ah, comment tu peux dire ça ?» Moi, j'ai mis un truc genre « Magnifique discours de manipulation par la peur par Manu », un truc comme ça. D'accord, et toi aussi, de suite immédiatement. Et les gens me sont tombés dessus « Ah oui, mais c'est nouveau, on sait pas, pour qui tu te prends, etc. » Bon, ça fait quand même un petit bout de temps que je m'intéresse à la santé et que je vois les dérives du système dit de santé, qui est en fait un système, une industrie de la maladie, en fait. Et donc là, je voyais des techniques de manipulation grossières, des peurs qu'on avait déjà essayé de nous faire rentrer dans le crâne à l'époque du H1N1, vers 2009, qui avait moins marché, mais là je les voyais plus fortes, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, faut que je m'exprime sur ce sujet rapidement. Et donc j'avais ouvert mon groupe Facebook, je ne sais plus comment j'avais appelé, peut-être Déconfine ta santé, ce qui est le nom d'ailleurs de mon canal Telegram maintenant, et j'avais commencé à parler de ça, et à faire des vidéos quasiment quotidiennes. Facebook m'a rapidement censuré, bloqué, limité l'accès. Le groupe a été, désigné comme groupe à risque par Facebook. Et c'est là que j'ai vraiment découvert la censure que j'avais pas connue. Avant ça, j'avais jamais connu la censure. Pourtant, j'allais loin sur d'autres sujets, notamment sur le dépistage des cancers du sein et de la prostate, etc. Mais pas de censure. Et là, ça a été assez violent. Et je me suis dit, c'est que je dois être dans le juste, du coup. De nos jours, c'est devenu ça. En fait, quand on se fait censurer, on se dit, là, j'ai touché un truc important. Ouais. Puisque si tu disais des conneries, on prendrait pas la peine de te censurer. En fait. Non, ça serait pas suffisamment important. Juste un idiot qui raconte n'importe quoi, voilà. Il y en a tellement, tu sais, on les censure pas pour autant. C'est ça. Donc après ça, moi ça m'a motivé quelque part à aller plus loin dans la communication, dans la recherche, comprendre ce qui se passait, c'était quoi les tenants, les aboutissants. Et la communauté elle a grossi petit à petit. Le groupe il a atteint 2000 et quelques membres, le groupe Facebook. Et puis j'ai écrit des articles de blog, etc. Et puis après ça m'a amené à être en contact avec Louis Fouché, Réinfo Covid, etc. Mais au début j'étais vraiment seul dans mon coin, quasiment. En même temps, on avait de la chance d'avoir l'Internet, les réseaux sociaux. Absolument. Parce que sinon on aurait été, imagine le plan, on aurait été tous isolés, chacun chez soi, impossibilité de communiquer avec les autres. Franchement, ça aurait été d'autant plus fou. Alors peut-être que ça aurait duré moins longtemps aussi parce que les gens se seraient rebellés, mais quelque part Internet a pu les canaliser, faire qu'ils ont pu
aller sur Netflix, faire leurs apéros sur Zoom, etc. Hein, tu vois ce que je veux dire? Site porno gratuit, ouais, c'est sûr. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ah bah, c'est important pour leur bien-être, leur équilibre. J'ai oublié qu'il y avait ça, effectivement. Donc ouais, donc toutes les plateformes se sont mobilisées pour que le confinement se passe bien et le plus longtemps possible. C'est ça. Pour que les gens puissent rester à la maison et sans se rebeller. Voire même, et c'est ça qui m'a choqué de la part des Français, que à l'époque, je me disais, on est un peuple un peu rebelle. Et là, ce qui m'a choqué, c'est de voir le degré de soumission incroyable. Très fort, une adhésion à la règle, des applaudissements incroyables à 20h au balcon des gens. Alors moi j'étais heureusement isolé à la campagne à ce moment-là, j'avais cette chance, donc je n'avais pas cette souffrance supplémentaire d'avoir les applaudissements, mais je suis retourné un petit peu en ville à Nantes, j'habitais à Nantes normalement, en centre-ville, et là j'ai vu les gens qui vraiment y croyaient, qui osaient ouvrir leurs fenêtres quelques minutes pour les applaudissements, mais pas trop longtemps, des fois que le virus rentre par leur fenêtre, je sais pas, et après ils refermaient vite. Et ils étaient tellement heureux d'avoir participé à cet élan de solidarité envers les soignants qui venaient sauver tous ces malades. Voilà. Et moi, j'étais horrifié de voir ça. Ça m'a vraiment... C'était je me disais, mais c'est quoi? C'est un cauchemar. Côté Midnight Express, hein, tout le monde qui tourne en même temps, dans le même sens. Donc voilà. Donc moi, c'était une façon pour moi déjà de lâcher quelque chose, d'extérioriser ce ressenti que j'avais, que je voulais partager, faire mes recherches et puis comprendre ce qui se passait et aussi aider les gens qui, comme toi, il y en a plein, hein, qui se sentaient isolés, qui se disaient je comprends pas, je suis le seul, je n'adhère pas à ce qui se passe, ça me fait du bien de voir vos vidéos. Et je dis très bien, super, merci. Ouais, moi c'est tout à fait ça. Moi je trouve chouette, alors au-delà du fait de te rencontrer, de pouvoir partager ça, je trouve chouette de t'avoir aujourd'hui sur cette chaîne puisque on est suivi ici par pas mal de gens, beaucoup de gens, dont l'objectif est de quitter la France. Pour des raisons similaires aux tiennes, ou d'autres raisons, mais en tout cas qui projettent, ou pour certains qui ont déjà franchi le pas, de faire ce que tu as fait. Il faut savoir que aujourd'hui Jérémy vit en Estonie. Aujourd'hui ce qu'on va voir avec lui, c'est quand est-ce qu'il est parti, pourquoi il est parti, comment il est parti et comment il a pu vivre là-bas. Et comment il envisage l'avenir. Donc on va commencer vraiment par la base. Mais quand est-ce que tu es parti? Alors moi je suis parti le 26 octobre, je crois que c'est ça, lundi 26 octobre 2020. La mémoire. Ouais, non, mais c'est précis parce qu'en fait, fin septembre 2020, donc j'ai fait une interview sur ma chaîne. Alors, tout ce qui était sur YouTube qui parle de a été supprimé parce qu'autrement ma chaîne elle saute. J'ai 2 avertissements et le 3e expire fin mai. Donc à partir de début juin, je vais pouvoir me relâcher un petit peu, mais dans une certaine mesure. Donc là, tout ce que j'ai dit sur le Covid, j'ai supprimé. Autrement, c'est la chaîne qui dégage. Donc fin septembre 2020, j'ai interviewé Senta De Poit, qui était la présidente de Children's Health Defense, qui est l'association de Robert Kennedy. Donc elle s'occupait de la branche européenne. Et Senta a parlé de liberté, des manifestations en Allemagne, des gros, parce qu'en août 2020, il y a eu des grosses manifs à Berlin, il y avait plus d'1 million de personnes et ça a été... ça n'a même pas fini dans les médias. Enfin, c'est totalement sous silence. On a dit qu'il y avait quelques néo-nazis qui avaient attaqué le Parlement, enfin voilà, aucun rapport, enfin c'est bref, voilà. Ils ont oublié de dire qu'il y avait un peu plus d'1 million de personnes dans la rue, ce qui était déjà jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'il y avait Robert Kennedy. Ils ont oublié qu'il y avait Robert Kennedy aussi, bien sûr, bon voilà. Bref, donc j'ai interrogé là-dessus, et puis hors caméra, après l'interview, elle me dit « Ah, Jérémy, t'es au courant que le confinement en France, c'est le 28 octobre ?» Je dis « Quoi ?» Elle dit « Bah oui, vous allez avoir un 2e confinement, c'est le 28 octobre. » Elle dit « C'est connu, ça. » Je dis « Ah bah moi, je suis pas au courant, merci pour l'info. » Et j'en ai parlé à ma femme un peu en disant « Là, on a fait un confinement avec les filles à la maison, parce que j'ai 2 enfants, elles avaient 6 et 10 ans à l'époque. Et je me suis dit, là, l'école à la maison, toutes ces conneries... pourquoi pas dans l'absolu, hein, quand c'est un vrai choix. Hein. Je l'ai testé pendant 1 an d'ailleurs avant et c'était très bien, mais aussi très compliqué quand on est 2 parents à bosser depuis la maison et avec pas beaucoup de temps. Donc là, se retransformer en prof de CE2 et moyenne section, c'était un peu compliqué. Ou grande section, je sais plus. Bref, donc on voulait pas revivre ça, on voulait pas revivre la stupidité ambiante. On s'est dit, voilà, on se casse. Alors, c'est moi qui me suis dit ça au début, même si on en parlait depuis un moment déjà. Et ma femme a dit, ah oui, mais t'es sûr? Est-ce que cette info, elle est vraiment valide? Sauf que le lendemain, par un autre canal, j'ai cette information. Et encore 2 jours après, là, c'est quelqu'un qui envoie une vidéo à ma femme, une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui dit confinement en France le 28 octobre.
Donc là, ça se fait 3 sources différentes qui nous disent ça. Donc on dit ok. Donc là c'était le coup était suffisamment enfoncé et ma femme a dit ok, on s'en va. Donc on a prévenu, on était en location, donc on a prévenu l'agence de location qu'on partait. On a vendu plein d'affaires, on a donné le reste, on a stocké quelques trucs à droite à gauche. Et puis on a prévenu les écoles, le collège de ma fille aînée et l'école de ma petite, qu'on partirait en Estonie, quoi. Voilà. Et le choix s'est fait parce que dans le groupe Facebook, justement, il y a une personne qui avait lancé une liste des pays qui étaient les moins covidistes et qui étaient les plus facilement accessibles, entre guillemets, depuis la France. Et la liste, elle changeait assez régulièrement, mais à ce moment-là, le top 3, c'était Suède, Estonie, Biélorussie. C'est ça le top 3. Ouais. Eh oui. Ouais. Voilà. Qui est peut-être d'ailleurs toujours d'actualité. Hein. Ouais, il semblerait. Voilà, Hein. Il est peut-être toujours d'actualité. Et à ce moment-là, on s'était renseigné. Moi, au début, j'étais très partant pour la Suède. Et peut-être Göteborg. C'est comme ça qu'on dit en français. Ouais. Göteborg. Göteborg. Et sauf qu'il y a des complexités administratives assez importantes, notamment le temps d'obtenir un personne number, qui est une espèce de numéro de sécurité sociale. Ça prend 6 mois. Et tant qu'on l'a pas, on peut pas mettre ses enfants à l'école. Et puis, c'est compliqué d'accéder au logement. Enfin, il y avait plein de trucs compliqués. La vie était aussi assez chère en Suède. Donc on s'est dit là, si c'est pour se rajouter des emmerdes, c'est pas la peine. Donc on va peut-être pas aller en Suède. La Biélorussie, ça paraissait intéressant. Mais pour nous, la difficulté, c'était la langue, d'une part, parce que là, sans parler russe, c'est un peu compliqué. Voilà, exactement. Et d'autre part, c'est hors Union Européenne, espace Schengen, frontières compliquées, et ma femme, elle avait besoin normalement de rentrer de temps en temps en France pour faire des formations. Donc là, ça rendait les choses très compliquées aussi. Donc on s'est dit, l'Estonie, c'est ce qui nous paraît le plus simple. Ils parlent a priori bien anglais, mais on verra sur place, parce que moi, j'avais jamais mis les pieds en Estonie. Et j'avais un contact sur place qui m'a donné quelques infos, voilà, que je connaissais à peine. Hein. Et on a dit, hop, Estonie. On a calé notre date de départ de l'appartement de Nantes au 26 octobre parce que le surlendemain, c'était le confinement prévu en France. À ce moment-là, personne ne parlait de ça en France. Il n'y avait rien du tout sur ce sujet. Hein. J'avais entendu une fuite, moi. Hein. Ouais, t'avais entendu ça ? J'avais entendu une fuite, mais voilà, j'ai eu une fuite, quoi. Voilà. J'avais mis ça sur mon article de blog qui parlait de mon Covid exil en Estonie. Christine Kelly, la journaliste sur CNews, avait dit aussi, elle avait fait un tweet là-dessus, début octobre, je crois, en parlant de la date du 27, je crois qu'elle disait 29 ou 27 octobre, je sais plus, en disant qu'il y avait des rumeurs de confinement. Voilà. Entre le moment où vous décidez de partir et le moment où vous partez, il se passe combien de temps ? Parce que souvent les gens se disent oh mais il faut des mois et non, tout bah ça. là, Je sais que c'est ce que je dis, c'est très rapide parce que j'ai eu une information, je crois que c'était le 27 septembre et même pas un mois après on est parti. Ouais. Donc c'était assez rapide, sachant que il a fallu 4 jours pour que ma femme soit convaincue qu'il faut qu'on parte. Donc elle a dû décider vers le 2 ou 3 octobre qu'on partait et en gros on est parti donc le 26 octobre. Voilà, donc une histoire de quelques semaines. C'est une des plus chouettes histoires d'expatriation que je connaisse parce que je suis habitué à des gens qui réfléchissent pendant des mois et des années et puis vraiment qui partent jamais et qui gardent le poids de tous les trucs qu'ils aiment pas et qui s'en plaignent et qui partent pas. Là, avec 2 enfants, rappelons-le, c'est pas la même chose que moi. Moi, je suis très mobile, je pars d'un matin. Mais 2 enfants, ça complique extrêmement la donne, j'ose même pas l'imaginer. Et pour autant, en un mois, vous avez tout plié, vous êtes parti. Exactement. Pour certains, franchement, on peut dire que l'époque Covid-10, si tant est qu'elle soit terminée, ça a été une chance parce que le mal pour un bien, ça a permis aux gens de les pousser à un moment dans quelque chose de plus tolérable et donc franchir le pas, passer à l'action. Exactement. Comment tu es parti et comment tu as fait pour t'installer là-bas ? Je veux dire, d'un point de vue matériel, comment tu es parti et comment tu as pu rester là-bas, t'installer ? Comment on est parti ? Donc on a vidé toutes nos affaires, on a gardé que ce qui est entré dans une voiture. Voilà, donc la sagesse. Un monospace quoi, en gros, un espèce de monospace, je sais pas comment on appelle ça. Et il fallait qu'il y ait la place pour nos filles et nos affaires, c'est tout. Et donc, on a traversé l'Europe en voiture. Donc, on est parti le lundi 26 octobre 2020 en fin de matinée, après l'état des lieux de sortie. Je traversais la France, je me suis arrêté chez mes parents à Nancy, donc on a dormi une nuit à Nancy. Ensuite, on voulait vraiment traverser au plus vite l'Allemagne parce qu'on s'est dit c'est un des pays les plus tarés au niveau covidisme et donc on voulait pas être coincé en Allemagne. Donc on s'est dit on va arriver en Pologne. En Pologne, on sera déjà plus tranquille. Donc j'ai roulé toute la journée, donc sortir de France, ensuite l'Allemagne et arriver en Pologne. Et après, on a traversé toute la Pologne et la Lituanie, parce qu'on voulait pas non plus rester coincé en Lituanie, qui avait été un pays très covidiste, et on a dormi en Lettonie. Et là, c'est le premier endroit où vraiment on s'est dit, là, ils sont moins tarés.
dans le sens où on arrive à l'hôtel, on fait le geste comme si on sort notre masque, parce qu'à l'époque, il fallait mettre les masques partout. Ah oui. Et d'ailleurs, en Pologne, on avait mis sous le nez, c'était pas un problème, alors qu'en France, ça aurait été très compliqué à l'époque. Et là, en Lettonie, on fait le geste comme si on prend notre masque dans notre sac. Et elle dit, ah non, mais ici, c'est seulement les gens qui ont des symptômes qui mettent les masques. C'est pas de symptômes, vous faites rien. Je dis, ah bah c'est super. Moi, Une amélioration. Alors, c'est une amélioration. Alors, moi, j'ai fait des vidéos avec Denis en cours dans lesquelles on explique que ne sert à rien de toute façon. Mais au moins, si il y a une certaine logique, disons. Le bip ne sert à bip. Donc voilà, donc là, au moins on se dit, tiens, c'est moins débile que ce qu'on a vu jusqu'à présent, et ça nous a fait du bien. Et puis le lendemain, donc on pouvait, incroyable, manger le petit déjeuner dans l'hôtel aussi sans problème. C'est un truc de fou. Hein. Scandaleux. C'est scandaleux. En octobre 2020, c'est révolutionnaire. Scandaleux. C'est subversif. Ah, carrément. Voilà. Dans l'hôtel en Pologne, on était les seuls. Hein. Et parce que je crois que c'était que les voyages à caractère professionnel, je sais pas quoi, qui étaient permis. Bref, comme je suis indépendant et aussi que mon activité était en ligne, donc vente de formation et programme en ligne, eh bien ça me permettait en gros bon voilà, j'ai mon entreprise, je peux dire que tout est professionnel en gros. Ce qui est quand même pratique. C'est un des avantages que je connais moi aussi à être entrepreneur, c'est que tu peux justifier tes déplacements. C'est pour mon travail. Voilà. Donc on peut toujours tout justifier comme ça, quasiment. Et donc voilà, Lettonie déjà, on respire un peu. Et après, il nous restait plus que 5 ou 6 heures de route pour aller à Tallinn. On n'a rien réservé à Tallinn tant qu'on n'avait pas franchi la frontière estonienne. Ouais, vous n'étiez pas sûr. Ah non, on s'est dit, mais ça se trouve, ils peuvent nous bloquer. Parce que notre nuit en Pologne, c'est là qu'il y a le discours de Macron qui annonce le confinement, que je savais depuis un mois. Et oui, mais c'est ce soir-là, en Pologne. Donc moi, jusqu'au dernier moment, je sais même pas s'il va y avoir un confinement. Et là, j'ai là, ouf, il y a bien un confinement. Ouf, j'avais raison. Il était content, en fait. Pas content, mais bon, au moins un peu rassuré que, quelque part, que voilà, l'information était de qualité. Dans tous les cas, ça ne remettait pas en question notre décision, parce qu'on voulait vraiment voir autre chose, on en avait marre. Et après, on n'a eu que des bonnes surprises, des bonnes nouvelles. Et donc, on a réservé un Airbnb au moment où on a franchi la frontière estonienne. Et là, on arrive dans un pays où, à ce moment-là, il n'y avait rien. Personne n'avait de masque. Il n'y avait rien du tout. Alors, on était censé faire une quarantaine, plus ou moins, voilà. Et puis, on a été dans notre Airbnb. Comme en plus, à ce moment-là, il n'y avait plus de tourisme, tout était paralysé, eh bien, il y avait plein de logements qui étaient libres et les tarifs étaient très abordables à ce moment-là. On est vraiment bien tombé. Et donc, on a été dans un Airbnb pendant une dizaine de jours. Après, on a fait des visites d'appartements. On en a trouvé un qui n'était pas immense, mais qui nous correspondait. Et puis, on s'est dit, on va prendre un truc meublé. Et donc, on a vécu dans un meublé comme ça pendant 6 mois, je crois. Et après, on a fait des visites pour avoir quelque chose de plus grand, parce qu'on était quand même un peu serré. Et là, donc, on est dans un appartement qui est non meublé, ou à peine meublé. Et on a acheté des meubles, on s'est installé, quoi. Voilà. Donc on est toujours en location et franchement, on en parlera après, mais vraiment plein de bonnes surprises. Tout n'est pas parfait, hein. C'est compliqué d'avoir un endroit parfait, mais n'empêche beaucoup de bonnes surprises et très content de cette décision. On va parler de liberté géographique, puisque cœur de focale de cette chaîne, la liberté géographique, c'est elle qui te permet de dire, ok, là ce qu'on m'impose en France, je le veux plus, et donc je vais habiter ailleurs. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui voudraient vivre ailleurs, mais ils ne sont pas libres géographiquement. Ils ne peuvent pas habiter où ils veulent parce qu'ils sont tenus par un boulot en France, par une source de revenus en France. Et en général, c'est ça qui fait qu'ils ne partent pas. Bien sûr. Toi, tu avais déjà un système en place, tu avais déjà un métier qui te permettait d'être libre géographiquement et qui t'a permis donc de partir, mais aussi de vivre en Estonie dans des conditions telles que tu l'entendais en fait. Parle-nous de ça, moi c'est ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Moi Donc je me suis formé pour être ce que j'appelle éducateur en santé à partir de 2012 et j'ai eu une activité en cabinet entre 2014 et 2016 et qui me plaisait à cette époque, mais ce qui me plaisait pas c'était le côté avoir des horaires, avoir un local donc à payer avec les charges, avec l'entretien, enfin tout ce que ça impose et finalement avoir une routine et c'est pas dans mon habitude d'avoir ce genre de routine. Et ça me quelque part m'emprisonnait géographiquement et moi j'ai un peu la bougeotte quand même et j'avais envie de faire des recherches sur l'alimentation, sur où sont les peuples qui vivent longtemps en bonne santé, donc je suis allé rendre visite à ces peuples dans les zones bleues. Je suis allé au Costa Rica, en Sardaigne, en Grèce, au Japon et en Californie, enfin bref, donc moi
C'était compliqué si j'étais dépendant d'un lieu spécifique avec des horaires. Donc en 2016, j'ai pris la décision de créer mon premier programme en ligne lié à la santé. Et tout d'un coup, je découvre que c'est possible d'avoir une source de revenus qui n'est pas dépendante de temps ni d'un lieu. Voilà. Donc c'était une première expérience. Alors après, ça demande beaucoup de travail, n'empêche, mais c'est possible, tu sais aussi, voilà. Donc c'est possible en tout cas. Donc après, j'ai créé d'autres programmes en ligne et j'ai abandonné complètement les activités en présentiel en juin 2016. Voilà. Tu vois, ça c'est cool parce que tu illustres quelque chose que je répète assez souvent, c'est qu'il y a peu de corps de métier qui ne soient pas d'une manière ou d'une autre transportables. On se dit un professionnel de santé, on imagine un kiné, on imagine un médecin, on l'imagine dans son cabinet. Et on se dit, s'il a plus son cabinet, il a plus sa patientèle, il peut plus travailler. Or, voilà. Alors, moi, je suis pas professionnel de santé réellement, dans le sens où j'ai pas fait un cursus de santé classique, celui qui est validé par l'industrie de la maladie. Moi, c'est quelque chose de complètement indépendant et avec une formation aux États-Unis, donc c'est pas du tout reconnu par les autorités françaises. Mais j'enseigne la santé. Tu es donc un professionnel de santé à mes yeux. Ouais, d'accord, ok, si on veut. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que c'est appelé officiellement. Et j'ai pas de syndicat ou truc comme ça. Et alors. Pour un kiné, c'est peut-être un peu compliqué de faire craquer à distance ou faire des mouvements à distance, mais en tout cas, il pourrait enseigner des choses à distance, ça c'est sûr. Il pourrait enseigner tout ce qui a trait à la bonne posture, à la rééducation, il pourrait montrer des exercices, des mouvements, il pourrait donner des conseils sur comment améliorer un tas de choses. Je suis pas kiné, mais... Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai. J'imagine, dans le mode d'idée. En fait, il y a peu de métiers, à mes yeux, qui ne soient pas transportables d'une manière ou d'une autre. Mais j'avoue que moi, quand j'ai lancé mon premier programme en ligne en 2016, juste avant ça, je n'imaginais pas que c'était possible de le faire. J'ai mis 1 an pour vraiment me dire ah oui, c'est possible. Avant ça, et je me disais il faut voir les gens, il faut faire une conférence, je sais pas. Enfin, j'arrivais pas à transposer ça justement sur Internet. J'ai été émerveillé moi-même au début, moi qui étais habitué à être libre géographiquement, mais en étant agent immobilier. Donc avec tout un système, une organisation pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir faire les choses à distance, en vidéo, tout ça. Bon, on n'est pas là pour s'étaler là-dessus, mais en tout cas avec quelque chose qui était moins transportable, mais que je transportais quand même. Le jour où j'ai vu que je pouvais ne plus rien avoir quelque part, et avoir, j'avais mon ordinateur dans une main, mon téléphone dans l'autre, un micro, et je me suis dit... Et là, c'est mon bureau, c'est mon métier, tout est là. Et j'ai l'ordinateur le plus petit possible, tu le vois en face de toi. Il n'est pas grand, ouais. Et voilà, le jour où j'ai eu ça, donc ce que tu vois là devant toi, je savais que je pouvais gagner ma vie de n'importe où. Je me suis dit, ouais, ça c'est une belle avancée. À l'époque, j'étais resté dans mon domaine, l'immobilier. Donc, c'était pas de l'entrepreneuriat sur Internet qui a trait à la liberté géographique. On se dit, forcément, tu sais le faire vu que tu l'enseignes, mais c'était pas le cas avant, voilà. Alors, ça, c'est un truc, je suis content de t'avoir ici, parce que c'est une vraie curiosité que j'ai, je veux vraiment avoir ton point de vue là-dessus, et je suis sûr que je suis pas le seul. Comment est-ce que tu vois? Aujourd'hui, pas mal de gens ont l'impression que, ok, le Covid c'est derrière, que maintenant c'est bon, ils ont retrouvé leur liberté, ils peuvent même, boire un verre au café sans masque ou un truc comme ça, j'ai pas même debout. Debout, non, arrête. Si. Ah, t'es fou. C'est un truc de fou. Donc ils ont l'impression, certains ont l'impression que c'est terminé, que c'est derrière, et que donc la vie va reprendre son cours normalement, à part peut-être une guerre nucléaire, mais c'est un autre cas. Moi, je sais que tu as beaucoup réfléchi là-dessus, et je pense que tu peux nous éclairer sur comment tu vois l'avenir sur ces points-là, donc les sujets de liberté, en France, mais peut-être plus largement aussi en Union européenne. Je suis content de t'avoir là, je suis content de pouvoir te poser la question directement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est un vaste débat parce que je ne devine pas l'avenir. Moi, l'impression que j'ai, ma façon de voir les choses, c'est au début, je croyais vraiment, naïvement, que les restrictions de liberté telles qu'on les a vécues ne seraient pas supportées par les Européens et qui diraient ah bah non, vous pouvez pas faire ça. Sauf que les gens ont accepté, voire cautionné ou même demandé les confinements. Plébiscité. Ils l'ont même applaudi, ils ont validé par applaudissement depuis leur balcon. Quand même. Donc, en se prosternant devant l'excellence de la gestion d'un non-problème par leurs autorités. Voilà. Donc moi, ça m'a stupéfait. Je m'étais dit, ça arrivait une fois, mais ça n'arrivera pas 2 fois. Sauf que ça arrivait encore après. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait eu des applaudissements au deuxième confinement. J'ai un doute là-dessus. J'étais pas là pour le constater. J'étais pas là non plus, vu que je suis parti avant. Je suis parti pendant. Enfin bref, j'étais en Pologne quand ça a commencé.
Donc je sais pas si il y a eu des applaudissements. Je serais pas étonné qu'il y en ait eu quand même, mais ou alors c'était plus discret. Peut-être que ça se faisait moins, parce qu'à la télé, ils disaient pas aux gens de sortir pour applaudir, donc ils ont dû le faire chez eux tout doucement, pour pas choquer les voisins. Peut-être doucement, voilà, oui. voilà. Mais ils en pensaient pas moins. Dans l'intimité. Voilà, dans l'intimité. Voilà. Donc l'impression que j'ai, c'est que les peuples d'Europe de l'Ouest en particulier sont devenus des peuples extrêmement soumis, très perméables à la propagande, mais il y a des limites quand même. Alors je sais pas quelles sont les limites. Pour moi, elles sont dépassées depuis l'instant où je vois Macron qui nous dit qu'il va faire un discours. Déjà, là, c'est déjà ma limite. Voilà. Pour nous parler du virus. Donc là, déjà, on est au-delà de ce que je peux supporter. Mais il y a des gens qui supportent beaucoup de choses. Donc ils supportent de rester chez eux, ils supportent le masque pour leurs enfants, ils supportent la piqûre, ils supportent l'apartheid, ils supportent tout. Mais il y a un moment où ils supportent pas quelque chose. Et je sais pas quand est-ce qu'on atteindra ce moment-là où il y aura. Je vois pas quoi. Tu vois pas quoi? Moi, peut-être, il y a des gens qui disaient, peut-être que ce sera quand il y aura un appauvrissement généralisé. On le vit déjà, je pense, avec l'inflation. Bah oui, regarde les prix des matières premières, le prix de l'énergie, du carburant. Eux, ils le tolèrent très bien. On a eu les gilets jaunes pour un diesel à 1,08 €. C'est vrai. Il est à 2,10 € quasiment en France. Alors, temporairement un peu moins parce qu'il y a des aides gouvernementales de 15 centimes ou un truc comme ça, voilà. Mais ça a pas les gens ont l'air d'être contents parce qu'ils sauvent l'Ukraine en même temps. Hein. C'est ça. L'époque des Gilets jaunes, je pense qu'il y a une erreur stratégique. On a dit, on va augmenter le carburant, mais on n'a pas bien justifié. On a dit, c'est pour l'environnement, mais les gens, ils n'ont pas bien compris. Alors que là, ils ont bien compris, ils sauvent des gens. Avant, ils sauvaient des gens en restant chez eux. Maintenant, ils sauvent des gens en payant l'essence plus cher. Donc, nickel, ils vont pas se plaindre de ça. Bah, si tu te dis que quand tu vas faire le plein à la pompe, qu'à chaque fois que ça prend 10 centimes, tu sauves. Donc je sais pas. Donc en tout cas, je pense qu'il y a une vraie souffrance qui va s'installer probablement. Malheureusement, c'est les plus vulnérables, donc les plus pauvres, qui vont en prendre plein la figure. Et peut-être qu'on pourrait avoir de nouvelles révoltes qui passeraient par ça. Je ne sais pas s'il y a besoin d'aller jusqu'aux pénuries alimentaires, aux gens qui n'ont plus la capacité de se payer à manger. Mais même pas, parce qu'on a vu les étudiants qui sont dans la pauvreté, qui font la queue à la banque alimentaire. Ça se passe sans problème. Hein. Bah, de toute façon, là, on nous a déjà promis les pénuries alimentaires. La personne qui parlait de la guerre en 2020... bah, il nous a dit on aura des pénuries alimentaires graves, y compris en France. Bah, les gens, j'ai pas l'impression non, que... ça n'émeut personne. C'est tous un peu du chacun pour soi, donc chacun va faire plus ou moins des réserves d'huile apparemment, parce qu'il faut de l'huile. Voilà. Les gens, tout d'un coup, les gens s'intéressent au tournesol en particulier. Je sais pas, bon, voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais acheté d'huile de tournesol. Moi non plus. Voilà. Peut-être qu'ils vont faire des réserves d'huile de palme demain si on leur dit qu'il y aura des restrictions. Je sais pas. En tout cas, moi je pense qu'on va atteindre un moment, enfin j'espère qu'à un moment on va atteindre un sommet, quelque chose qui sera insupportable, et là il y aura, les gens diront non, stop. Ouais, mais ça va être la guerre civile. J'espère pas, malheureusement, je sais pas si, peut-être qu'on a besoin de passer par ça, je ne l'espère pas, mais on est vraiment dans quelque chose de compliqué, parce que c'est ce qui se passe actuellement. On a fait une interview avec Denis Rancourt il y a un mois là-dessus, sur la géopolitique. Donc ça n'a rien à voir avec la santé, rien du tout. C'est plutôt un contexte de États-Unis contre la Chine, et ce qui a été présenté comme, c'est-à-dire la grippe en gros, c'est une arme de guerre, et c'est là pour contrôler les gens dans le cadre d'un totalitarisme qui a besoin de monter pour cet affrontement-là. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Chine, je ne sais pas si on en parle en France, moi j'ai été effaré des gens enfermés chez eux, mais enfermés au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on a scellé les portes, ils sont enfermés. Et éventuellement, qui crèvent de faim, qui jettent par les fenêtres, ça paraît complètement fou, mais est-ce qu'on l'a pas un jour en Europe aussi, puisque ça paraît complètement fou, mais le complètement fou, on l'a déjà eu. Bah, on l'a déjà eu, mais... c'est pour ça qu'on ne sait pas où est la limite de la folie. Peut-être qu'on pourrait avoir ça aussi dans des pays comme la France, hein. C'est pas impossible, hein. Moi je ne peux pas l'exclure aujourd'hui. Il y a 3 ans, j'aurais dit c'est impossible. Aujourd'hui, je dis que c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est même plausible. Donc tu maintiens que l'idée de l'expatriation, c'est toujours valable en 2022? Pour moi, c'est toujours valable. Alors après, il faut faire attention au pays où on va. Je pense que même si tout n'a pas été parfait en Estonie, parce qu'on a eu le pass vaccinal aussi, par exemple. Hein. Oui. On l'a eu même avant la France, un mois avant. Mais il y a une mentalité locale qui fait que les choses ne se passent pas de la même manière. Il y a les choses à la télé, sur le papier, et puis à la réalité. Et moi, ma réalité, elle a été très agréable. Donc, bon.
Est-ce que j'ai de la chance? Je ne pense pas. C'est juste que je suis au bon endroit au bon moment, on va dire. Et voilà. Et donc moi, je dirais que l'Estonie me semble être encore un bon choix. Probable aussi que la Suède est encore un bon choix. Et je pense aussi Biélorussie, probablement encore un bon choix. Mais il y a toujours ces incertitudes géopolitiques, les sanctions, l'OTAN, l'UE, enfin tout ce bazar-là qui fait que ce qui est vrai aujourd'hui, demain est peut-être faux. Hein. La liberté géographique, ça reste, ça j'en suis certain, une priorité. Parce que effectivement, dans un monde qui évolue vite, qui évolue de manière imprévisible, le fait d'avoir cette liberté de dire bah moi je suis ici aujourd'hui mais je suis demain ailleurs si j'en ai envie, en fait bah, c'est la liberté de choix. Hein. Bah, ça reste, et à mon sens ça devient de plus en plus important parce qu'il y a une guerre civile, on ne sait jamais. Le fait de pouvoir dire je m'en vais, je continue de gagner ma vie, je vis où je veux, ça change tout, hein, c'est clair. Ça change tout. En fait, je crois qu'il y a vraiment deux conditions. Il y a évidemment être pauvre, être riche, oui bien sûr, mais il y a aussi celle d'être libre et d'être enchaîné quelque part pour gagner sa vie. Absolument. Et un peu de pub au passage, mais on est là pour ça, on s'en cache pas. Effectivement, pour les gens qui veulent être libres géographiquement, c'est dans mes contacts privés. Hein. C'est le premier lien en description de cette vidéo. C'est là que vous aurez accès aux solutions que je propose, aux bonnes idées, toutes ces choses-là. Bon, je ne vais pas vous leur faire, vous le savez, mais je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas déjà ou qui l'auraient oublié. Jérémy, oui. Ben, je te remercie d'être venu aujourd'hui. Tu es pour une semaine à Minsk? Ouais, c'est ça. Ouais. Je ne vais pas donner les dates précises, mais oui, c'est ça. On va essayer d'en profiter. Ouais. Pour aller visiter le pays, voilà, ce sera peut-être des surprises selon ce que l'on visite ensemble. Et en tout cas, moi, c'est ma première fois en Biélorussie. Et je suis arrivé donc la veille de la fête de la victoire. Et ce que j'ai vu pour le moment m'impressionne de façon positive. Donc c'est plutôt une chouette expérience pour le moment. Après, j'ai pas encore vu grand-chose. Il y a aussi, comme partout, des défauts. Mais je vois, en tout cas, Minsk est vraiment très propre. C'est incroyable. On voit rien, on voit pas de trucs par terre. Les gens ont l'air gentils. Ça se passe, ils sont gentils. Et c'est beau, enfin c'est moderne. Je m'attendais pas à un truc aussi moderne aussi, j'avoue. Bon, il fait beau aussi, hein, ça joue aussi. Je pense que le temps est très, très clément, on a de la chance. C'est comme moi à Paris. J'ai eu du beau temps pendant une semaine, du coup je me suis dit, ouais, c'est génial. Mais c'est vrai, j'ai vécu ça. Je crois qu'on était à peu près en même temps à Paris, on s'est pas vu. Mais on était à Paris en même temps, ouais. Et j'ai trouvé ça très sympa aussi, Paris. Bon, par contre, c'était pas la propreté. Ah oui, autre chose aussi, je sais pas, peut-être que tu pourrais répondre là-dessus, je n'ai vu aucun clochard. Ils existent ou pas en Biélorussie? Ou ils sont interdits par Loukachenko? C'est très rare parce qu'en fait, il y a de la pauvreté, mais il n'y a pas de misère, il n'y a pas de grande pauvreté, il n'y a pas de grande détresse. C'est-à-dire que le mec pauvre ici, bah, il vit dans un appartement pas beau, il mange de la nourriture simple, il a peut-être pas de voiture, il a peut-être pas des beaux habits, mais il a un toit au-dessus de sa tête, il a des vêtements propres et il mange à sa faim. Et ça m'a choqué moi à Paris parce que dans l'idée j'allais quand même dans un pays riche. Et bah, quand j'ai vu des dizaines, des centaines de gens dans des tentes, y compris d'ailleurs sur le boulevard Haussmann, bah, c'est une grande différence. C'est qu'il y a moins de richesse ici, mais il y a aussi moins de pauvreté. C'est un pays plus égalitaire. En fait. Ouais. Bah, moi aussi à Paris, j'étais pas retourné depuis peut-être 2 ans quasiment, réellement. Et là, quasiment à chaque rue, il y a quelqu'un qui dort dehors. Hein. Oui, si tu veux, la pauvreté ici, c'est le fait de devoir faire attention. La pauvreté en France, c'est le fait de n'avoir rien. Ouais, c'est ça. Et ça ici, effectivement, ça n'existe pas. Ou peut-être quelques cas de gens qui ont perdu la tête et qui sont dans des abris, voilà. Mais sinon, non, le mec normal qui perd tout et qui se trouve à la rue, ici, ça ne peut pas exister. Non. Ouais, non, mais c'est intéressant de voir ça de mes yeux. Donc bon, il y a encore plein de choses à découvrir cette semaine, voilà. Oui, et je suis content de pouvoir être ton guide par moment. Merci Simon, merci à vous. Pour les gens qui veulent te suivre, alors je mettrai évidemment les liens dans la description de la vidéo, mais rappelle-nous l'adresse Telegram, tu nous l'as donnée, mais rappelle-la nous, l'adresse de ta chaîne YouTube et éventuellement d'autres supports aussi sur lesquels on peut te trouver. Ouais, alors la chaîne YouTube, en espérant qu'elle ne soit pas supprimée d'ici que la vidéo soit en ligne, mais tu mettras le lien parce que je ne peux pas les dire là. Sinon, j'ai un canal Telegram, c'est Déconfine ta santé, mais je sais plus exactement comment c'est écrit non plus. Je sais plus s'il est... Pour moi, tout attaché. Ouais, tout attaché. Après, je sais pas si les majuscules ça compte ou pas. Moi, j'en avais mis. Mais je dirais que non. Ouais, en tout cas, moi, je te trouve sur Déconfine ta santé. En tout cas, Telegram, c'est bien parce que normalement, ça saute pas ou plus difficilement, alors que tout le reste, je suis menacé de partout. Mon compte Twitter a été banni il y a 1 mois. Enfin bref, c'est compliqué.
Voilà. Trop de choses intelligentes. Pas assez de bip. Sans doute pas assez de bip aussi, mais on va se rattraper là aujourd'hui. On va se rattraper sur les bips. Voilà. Puis il y a mon site www.jeremy.merci.com. Voilà. Excellent. À tous, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, et franchement, j'espère parce que moi-même ça m'a apporté, à ce moment-là, bien mettez-y un like, abonnez-vous à cette chaîne, c'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, je vous remercie. Ciao, ciao Jérémy, merci. Salut, merci.